simple. Je veux commencer en parlant du modèle d'affaires en général. Moi, je vais peut-être vous raconter une petite histoire juste pour dire qui suis-je, moi, homme à lunettes vertes, pour se penser guide dans votre aventure de faire un modèle d'affaires. Je vous raconte une petite histoire très rapidement. J'étais conseiller en innovation en 2010. Je faisais le tour du Québec à faire des diagnostics d'innovation pour des entreprises manufacturières. Et à un moment donné, à force d'arriver avec des rapports incroyables qui listaient les 10 meilleures actions et de proposer aux entrepreneurs de faire des choses, et quand j'ai rappelé 3 semaines plus tard, ils me disaient « Ah, on n'a pas eu le temps d'avancer. » J'ai rappelé 3 mois plus tard, « On n'a pas eu le temps d'avancer. » À un moment donné, j'ai réalisé que le problème, ce n'est pas eux, c'est moi le problème. Et c'est que ma façon de conseiller les entreprises n'était pas au bon niveau. Et à chaque fois, j'arrivais avec des grands rêves de dire « Hey, vous pourriez… pensez votre produit, non pas avec votre modèle d'affaires d'aujourd'hui, mais un modèle d'affaires avant-gardiste. » Et là, il disait, ouais, mais nous, on est des manufacturiers de portes et fenêtres. On n'a pas envie d'être des vendeurs de santé dans la maison. Ils ne voyaient pas leur rôle comme étant plus grand. Alors, ouais, merci. Par frustration, j'ai dit, je vais faire un doctorat sur le design de modèles d'affaires. Alors, j'ai travaillé avec Yves Pigneur, entre autres. Et j'ai conçu les 2 autres niveaux du modèle d'affaires, l'aspect environnemental et l'aspect social. Mais pour justement concevoir l'aspect environnemental et social, il fallait très bien comprendre c'était quoi l'aspect économique. Alors, j'en reviens à ça. Et ce que je veux vous présenter en introduction, c'est un petit peu les critères. Moi, quand je regarde un modèle d'affaires, voici c'est quoi que je recherche dans chacune des cases. Alors, combien d'entre vous en êtes à que le modèle d'affaires que vous allez me présenter, ce n'est pas votre premier modèle d'affaires? Combien d'entre vous avaient déjà une expérience de modèle d'affaires? Levez la main si vous aviez déjà fait des modèles d'affaires dans votre vie. Excellent. Très bien. Et tous ceux pour qui c'était leur premier modèle d'affaires, levez la main si c'était la première fois que vous faisiez un modèle d'affaires. OK, quand même. Fait que je dirais moitié-moitié. Alors, moi, les gens me disent que même s'ils ont déjà vu des modèles d'affaires, c'est la première fois qu'ils voient le modèle d'affaires avec les réponses dedans. C'est comme si je vous présentais les réponses à l'examen et pour la première fois, vous avez accès aux réponses. Alors, quand moi, je commence un modèle d'affaires, c'est quoi que je regarde? Je regarde les clients et je cherche, premièrement, je veux voir, est-ce qu'on a bien expliqué le socio-démographique des clients, l'âge, le sexe, le lieu? Est-ce qu'on a, puis ça, c'est moi qui dis ça, c'est pas une obligation, c'est mon expérience personnelle dans le monde des modèles d'affaires. Est-ce qu'on a 2 segments distincts? Est-ce qu'on a une compréhension de comportement, de besoins et d'actions qui pourraient justement nous permettre de distinguer? Je donne un exemple. Si on est en train de vendre du café, il y a des gens qui consomment du café tous les jours, puis il y a des gens qui consomment du café à l'occasion. Eh bien, voilà 2 segments de marché, le segment de marché quotidien et le segment de marché à l'occasion. Donc, voilà un exemple tout simple de distinction via 2 types de comportements. Et dans un monde idéal, j'aurais aussi des chiffres. Okay? Donc là, je prends pour acquis que la plupart des gens ne mettent pas des chiffres dans un modèle d'affaires. Je vous stimule en vous proposant de dire, ouais, mais c'est quoi la grosseur du marché si on est à l'échelle, mettons, de Montréal et que vous vous appelez Café Liège ou quelque chose comme ça. C'est quoi votre potentiel? C'est quoi la quantité de gens qui pourraient potentiellement consommer votre produit? Donc, ça serait intéressant pour vous d'avoir un nombre absolu, approximatif des gens qui pourraient. Et là, le but de ça, c'est d'avoir une conversation franche. Je dis, écoute, il n'y a pas, c'est pas les 3 millions de Montréalais qui vont être votre client, là. OK? Ça va être plutôt une niche de 200 000 personnes ou je ne sais pas quoi, là. OK? Donc, ça, c'est la première case que je regarde, c'est celle des clients. Et j'essaie de voir à quel point la personne qui présente son modèle d'affaires est spécifique et est en train de travailler sur une niche et non pas en train de travailler pour monsieur, madame, tout le monde et de se perdre dans les néants. Deuxième case, proposition de valeur. Première chose que je regarde, je m'attends à avoir une liste de produits ou de services. Je ne m'attends pas à avoir un verbe genre « on va accompagner des entreprises dans ceci ». Non, je m'attends à ce que ce soit un produit, un service, quelque chose que je suis capable de consommer. Est-ce que tu m'offres des formations? Est-ce que tu m'offres… Je m'attends non pas à un verbe d'action, mais plutôt à un nom commun. Donc, une liste de produits et de services. Maximum 3. Si tu me fais une liste de 15 produits, choisis, là, il y a peut-être des modèles d'affaires ou il y a peut-être des sections, en tout cas. Deuxième chose que je recherche, c'est est-ce qu'on est capable, à l'intérieur de ces produits et services, de nommer des caractéristiques majeures qui sont vecteurs de différenciation. Alors, si vous me dites, moi, j'offre des hamburgers, eh bien, ça existe déjà des hamburgers. Qu'est-ce qui fait que le vôtre est spécial? Oh, ils sont faits à partir de protéines non animales, de protéines de plantes. OK, bon, mais là, on commence à rentrer dans des caractéristiques
qui amène une forme de différenciation. Troisième chose, une certaine forme de quantité ou une ampleur. C'est quoi la grosseur de ton hamburger? Ou toi, tu planifies vendre combien de hamburgers par année? Donnez-moi si vous offrez un service de formation, est-ce que c'est un service qui dure 60 heures, 45 heures, qui dure l'année? C'est quoi donnez-moi encore une fois, les chiffres, ça aide à construire la compréhension du modèle d'affaires et le volume ou l'ampleur que vous êtes en train de faire. Et le dernier élément, ça ressemble un petit peu à la notion de différenciation, là, mais y a-t-il quelque chose dans votre offre qui fait que vous êtes distinct, différent, mais plus que ça, qui va même générer le fameux wow factor, là, quelque chose qui va faire que, oh, OK, je ne peux pas acheter ça nulle part ailleurs, ça c'est le distinctif, mais en plus de ça, on prend soin de moi ou il y a comme un facteur additionnel. Fait que je viens de vous nommer les deux cases. Là, habituellement, moi, je triche. Je triche dans le sens que je m'en vais voir les revenus habituellement. Ça, c'est la troisième case que je regarde. La théorie dit qu'on devrait plutôt s'intéresser aux relations clients et canaux, mais moi, je triche. La prochaine case que je regarde, c'est la troisième, c'est les revenus. Alors, je m'attends ici à avoir un chiffre en termes de revenus et je m'attends à avoir deux sources de revenus. Je m'attends à avoir une source de revenus majeure et une source de revenus secondaire. OK? Et là, je me permets d'aller voir relations clients. Il y a deux choses que je regarde dans relations clients. La première chose, c'est comment est-ce que quelqu'un qui marche dans la rue ou votre public cible va savoir que vous existez? Comment est-ce que vous allez générer le premier contact? Et la plupart des gens vont avoir comme réponse ici réseaux sociaux. C'est correct? OK. Tout le monde met dans relations clients, réseaux sociaux. Fine. La deuxième chose, c'est une stratégie conversationnelle. Et là, encore une fois, les gens vont mettre réseaux sociaux. Fait que là, il faut comme choisir. Est-ce que vos réseaux sociaux, c'est pour continuer la conversation après la formation puis d'avoir un genre de alumni ou quelque chose comme ça? Ou est-ce que les réseaux sociaux, vous avez une stratégie de voici comment on va se faire connaître, on va utiliser Facebook pour se faire connaître? Alors, voilà les deux éléments que je cherche dans une relation client. Le premier contact, qu'est-ce qui fait que vous allez ressortir du lot? Puis deuxième chose, comment est-ce que vous allez générer recurring ou des ventes additionnelles? Ensuite, on se déplace à Kano. Est-ce que c'est utile en passant? Je ne vous vois pas, là, je suis en train de regarder mon écran. Est-ce que ça vous est utile, ce genre de revue-là? Même pour des Mario Genet qui ont beaucoup d'expérience avec les modèles d'affaires? Oui, OK. Excellent. Vous pouvez m'interrompre hein, si jamais vous avez des questions. Là, c'est interactif, même si je suis parti sur une envolée de modèles d'affaires. OK. Alors, je vous écoute si jamais. N'hésitez pas à m'interrompre. Alors, la cinquième case, c'est celle des canaux. Ici, ce que je regarde, ici, c'est un équilibre. Les canaux, là, pour moi, c'est simplement le fait de prendre son produit puis de l'envoyer dans les mains du client. Il y a peu d'aspects stratégiques dans le canal. On veut optimiser les canaux. OK? On veut qu'il y ait le minimum de maillons versus la grandeur de l'échelle de diffusion. Je donne un exemple. Si vous vendez chez Home Depot, c'est une excellente échelle de diffusion. On s'attend à ce qu'il y ait un petit peu plus de maillons. Par contre, si vous vendez direct, puis vous me dites que vous avez 3-4 joueurs comme Post Canada, puis là, vous avez une place d'emballage, puis là, je cherche à réduire le nombre de maillons pour que le produit se rende dans la main de vos consommateurs et surtout d'équilibrer l'échelle et le nombre de maillons. Et le deuxième élément d'un canal, encore une fois, là, c'est moi, puis il y a sûrement du monde de logistique qui vont me dire hey, franchement, le canal, c'est super stratégique. Moi, honnêtement, de mon humble avis, je veux juste pas de friction entre le moment où est-ce que la personne a acheté le tout et veut le recevoir. Je veux réduire la friction. OK? Donc, voilà. Et là, on se déplace à activités et ressources qui sont j'ai envie de dire des frères et sœurs. Là. Activités qui est des actions, ressources qui sont il y a 4 types de ressources, là, humaines, connaissances, capital et, il m'en manque un, des ressources financières, évidemment. Capital, je l'ai dit. Capital, humaine, ça va me revenir. Bref, ici, la première chose qu'il faut mettre de l'avant, c'est les ressources humaines. Les gens à RH, avec raison, disent qu'il n'y a pas d'employés, il n'y a pas d'entreprise. OK? Dites-moi en quoi vos ressources humaines sont spéciales. Expliquez-moi un petit peu c'est quoi votre expertise que vous n'avez pas, que les autres n'auraient pas. Encore une fois, ici, dans activité, c'est la notion d'expertise unique. Et activité, j'ajoute un autre cas, c'est la notion de mise à l'échelle. Si vous avez une expertise, par exemple, vous avez les meilleurs développeurs au Québec chez vous, excellent, mais vous n'avez juste 3. Ben là, c'est l'expertise en termes de ressources. Mais si ces 3 développeurs-là sont capables de faire
un système qui va être diffusé partout, ben, peut-être que vous n'avez pas besoin de plus de développeurs parce que vous avez la possibilité de mettre à l'échelle. Donc, activité, j'ai un petit regard pour la notion de l'échelle dans les activités et j'ai un regard pour l'expertise unique. Dans les ressources, encore une fois, c'est ça le capital de l'information. Donc, humain, information, argent, puis là, et physique. Donc, des ressources physiques, ça peut être un bâtiment ou une emprise. Votre marque, ça serait un autre type de capital de ressources. Bref, humaine et expertise dans les ressources. Habituellement, ici, là, dans ces deux cases-là, c'est ce qui fait que vos employés vous aiment et veulent travailler chez vous, surtout dans les startups. On a un défi d'attirer le monde. Et en termes d'activité, c'est encore une fois de l'unique puis la possibilité de mettre à l'échelle. OK. On se déplace à l'avant-dernière case, celle des partenaires. Ici, ce que je recherche comme partenaire, si vous mettez gouvernement comme partenaire, là, oui, OK, j'entends là, que le gouvernement vous donne de l'argent, fine, mais ce n'est pas un partenaire stratégique. Ici, ce que je recherche dans le partenaire, je recherche en fait une forme de vulnérabilité. Je m'attends à ce que l'entreprise qui a une belle vision d'elle-même soit capable de, puis là, je vois déjà au troisième point, de pallier une faiblesse. Je m'attends à ce que vous ayez un partenaire qui a une force qui match avec une de vos faiblesses. Quelque chose comme, par exemple, écoutez, nous autres, on est des créatifs, on est des gens en marketing, mais on n'est pas des programmeurs. C'est pourquoi on a un partenaire qui est un programmeur qui, lui, qui amène la rigueur et tout ça, tu sais. Ou nous, on est fort sur le manufacturing, mais on a un partenaire, justement, qui, lui, est très fort sur la mise en marché ou quelque chose comme ça. Bref. Fait que je m'attends à ce qu'il y ait un yin-yang entre votre expertise, votre activité, vos ressources. Et quand vous nommez un partenaire, je cherche une certaine vulnérabilité et un alignement stratégique, une délégation, quelque chose que vos fournisseurs font mieux que vous. Et la notion de gagnant-gagnant, comme quoi vous n'avez pas un fournisseur qui est énorme. Je donne un exemple des startups qui travaillent avec Microsoft Azure. OK, oui, je comprends, là, mais attendez-vous pas à ce que Microsoft se plie en deux pour vous aider, là. Leur but à eux, Microsoft, c'est du volume, puis vous êtes un parmi tant d'autres. Fait que des fois, ça vaut la peine d'aller trouver quelqu'un à son échelle où est-ce que c'est plus gagnant-gagnant. OK? Et la dernière case, celle des coûts. Ici, j'essaie de séparer les coûts fixes des coûts variables. Et encore une fois, ce que je recherche, c'est des chiffres, premièrement. Et je devrais rajouter un autre élément ici que je vais faire. Variable. Et l'autre chose que je recherche, c'est des proportions. Fait que c'est rare que les entrepreneurs donnent les chiffres exacts, là. Au moins, ils peuvent mettre des proportions, dire OK, bon, ben nos centres de coûts, ça, sont X, Y et Z, là. Fait que j'essaie d'avoir une idée de la rentabilité de l'entreprise avec des centres de coûts en proportion par pourcentage. Voilà, c'était mon introduction. Comment vous réagissez à ça, chers participants? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord puis vous voulez me remettre à ma place parce que vous voyez ça différemment? Je vous écoute. Qu'est-ce qui vous a surpris de tout ça? Commençons. Y a-t-il quelque chose là-dedans que vous avez dit, hey, je ne l'avais pas vu comme ça, celle-là? C'était évident. Non, c'était pas évident. Euh, je voulais juste te demander, au départ, Joyce, moi j'avais fait un seul business canvas, un seul BMC. Puis là, je me suis Ouais. rendu compte en faisant mes sondages que ma proposition de valeur était vraiment plus large. Là, je vois que c'est un maximum de 3. Fait que là, il va falloir que je. Mais j'en ai fait 2 parce que j'avais 2 segments distincts. Puis ça ne rentrait pas sur un seul BMC, là. Est-ce que ça va être correct pour. Moi, je ne suis pas le gardien dans le sens que vous n'êtes pas obligé de suivre cette formule-là. Cette formule-là est indépendante du post-COVID. C'est ma formule que j'utilise avec mes étudiants au HEC. C'est ma formule que j'utilise en coaching. Fait que pour le post-COVID, si vous vous inspirez de ça, tant mieux, mais ce n'est pas limitatif. OK? Vous avez le droit, vous êtes les artistes, c'est votre canevas à vous. Vous avez le droit de le peinturer comme vous voulez. Moi, je suis juste un vieil artiste qui n'a vu d'autres qui vous suggère de suivre ce chemin-là. Tu sais. OK. OK. Ça marche. Cool. Fait que moi, je vois que j'en ai une coupe de quoi discuter. Puis déjà,
Je t'invite, Ralph, encore à fermer ton micro, je suis désolé. Ah oui. Fait que j'ai envie de regarder ça avec vous ici, là. Je vois ici Ioanni de Telmed. Est-ce que Ioanni pourrait lever la main? Je le cherche, Ioanni de Telmed. Est-ce que Ioanni est avec nous? La personne qui travaille sur Telmed, est-ce qu'elle est là? Alors, je la cherche encore. On va alors se déplacer vers ici, qui est-ce que j'ai? Le business side en ligne. Y a-t-il quelqu'un qui revendique cet attentat terroriste? Oui, Oui, c'est moi-même, en ah, fait. c'est bon. C'est là. L'équipe est avec moi sûrement, là, Brian McWilliams puis Maria Zinchenko. Ouais, je suis là. Parfait. Je suis prêt. Excellent. Fait que regardons ça. Là, vous savez déjà c'est quoi que je regarde. Fait qu'on va commencer. Oups. Il y a des points à améliorer, ça, c'est certain. Ah, mais on est là pour ça, hein? C'est ça le C'est fun ça. aujourd'hui, là. Je vais juste peut-être juste redimensionner ici. Hop. Juste pour qu'on le voit au complet. 2 secondes, ça va être petit. Le temps de. J'essaie de comprendre comment vous avez fait votre slide. J'ai juste fait un copier-coller de Miro, en fait. Là. Oui, très bien. Juste pour le mettre Idéal, en- là, mais- Très bien, très bien. OK. Fait que on revient à Fit. Et je vous donne un petit peu plus d'espace. Voilà. OK. Fait que. Oups. Alors, Smith Thomas, on entend ton background. Si tu peux te mettre sur mute, ça serait excellent. Alors, on commence ici dans Customer Segments. Vous cherchez à aider des stores. Je sais même pas, regardez comment, je sais même pas c'est quoi la business, mais juste en regardant ça, je vois que vous êtes déjà en B2B. Vous faites du store owner with big lineups outside their stores, which are causing customers to leave. Store owners, small stores that don't have space outside to line up for. OK, fait que là, j'aime le fait qu'il y ait écrit Saint-Laurent, Sainte-Catherine. Mon objectif ici, ça serait de vous amener à dire, y a-t-il des types de magasins qui sont plus propices que d'autres? Ça, c'est ma première question. Est-ce qu'on parle de magasins, évidemment, on est en magasin au détail. Est-ce qu'on parle de, mettons, l'épicerie? Est-ce qu'on pourrait comme aller dans des secteurs qui sont plus spécifiques que le générique de dire des propriétaires de magasins? Fait que moi, j'ai en tête, ça peut être des quincailliers, ça peut être des restaurants, ça peut être je sais, la SAQ. J'essaie de penser où est-ce que les gens ils s'alignent, là. Fait que là, j'essaierai de faire des catégories. Dans mon objectif de compartimentalisation, là, je ferai des catégories. Est-ce que c'est des magasins indépendants ou c'est des grandes chaînes? Ça aussi, c'est un exemple là, de segmentation. Donc, on pourrait avoir les magasins qui représentent des chaînes versus des magasins avec des opérateurs indépendants. Fait que là, ça serait 2 segments très différents à aller chercher, les chaînes versus les indépendants. Après ça, tu pourrais... Là, c'est toi qui as la chance de segmenter. Tu peux segmenter selon l'industrie, selon le type de magasin. D'autres façons de segmenter, ça serait géographiquement. Tu pourrais décider les magasins urbains versus en banlieue versus en région. Ce serait 3 niveaux géographiques que tu pourrais faire. Tu pourrais aussi choisir de segmenter via les magasins qui sont dans des, pas des food courts, là, mais dans des Centres d'achat. Oui, du centre d'achat, exactement. Fait que ça, ce que je te demande ici, c'est de segmenter, puis de cibler, puis de dire, ben ça, c'est notre cible numéro 1, puis ça, c'est notre cible numéro 2. Notre produit s'applique aux deux, mais on cherche à s'attaquer à tel segment en premier avec tel élément. Fait que là, je me déplace à Key Propositions, je trouve ça intéressant. Tu as inventé Key Propositions. Habituellement, c'est Value Propositions. Je n'avais jamais vu Key Propositions, mais c'est cute. High Total Volume of Clients. Donc, ça, c'est ce que toi, tu offres. Tu offres des High Total Volume Clients. Je ne crois pas que c'est ça que tu offres. Alors, ici, je cherche un produit ou un service que tu offres. Drive traffic towards stores during quiet periods. OK, ça, c'est une action que tu veux faire. Capture clients that would otherwise avoid long lineups. Peut-être, oui, je comprends. Spread clients throughout the day, reducing spikes. OK, très bien. Fait que là, moi, ici, je m'attends à ce que tu offres un service ou un produit. Là. Je m'attends à lire, ça serait Digital Recognition or Line Management Software, mettons là. Quelque chose comme ça. Et puis là, les résultats de ton line management software, c'est higher total volume of clients. Puis là, tu expliques tes 3 éléments.
Fait que dans le fond, tout ce qui manque en haut, c'est quoi que j'achète là? Tu sais, je sens que ce que tu as écrit en dessous, c'est très bon, mais il manque juste le titre qui est c'est quoi que tu me vends? Tu me vends-tu une app? Tu me vends-tu. Ah, d'ailleurs, je devrais dire les apps. euh, je suis tout le temps indécis à savoir est-ce que l'app, c'est ton channel ou l'app, c'est ta proposition, là. Mais ça, c'est une autre histoire. OK. Improved shopping experience. OK, mais tu sais, ce que je veux justement faire attention, c'est que ça soit des paroles en l'air, là, tu sais, genre, ah, nous autres, on offre du improved shopping experience. Ouais, OK. Tout le monde, tu sais, je peux mettre un clown devant la ligne de la SAQ, puis on va dire qu'on a amélioré l'expérience d'achat. C'est quoi que toi, tu fais exactement là, pour améliorer l'expérience d'achat? OK? Fait que j'ai l'impression que toi, tu offres une plateforme. Puis là, le mot plateforme, à chaque fois, je me dis, ouais, mais où ta plateforme? C'est-tu une plateforme web? C'est-tu une plateforme que toi, c'est proprietary platform? T'sais, ça, c'est du genre de choses qui m'aident à comprendre, OK, c'est toi qui l'as. C'est-tu chez le client ou c'est disponible à tous? Bref. Après ça, je m'en vais dans Revenue Streams. Subscription for usage of en ligne, 1000$ par mois. Très bien. Pro version for access of data, 2000$ par mois. Très bien. Moi, je vous mets en garde, là. Le data, tout le monde parle du data comme étant l'or noir. Moi, j'ai rarement vu des gens qui sont prêts à payer du premium pour avoir accès au data. On prend ça pour acquis, le data, et je n'ai pas vu grand monde en faire une business comme telle. Fait que je vous mets ça en tête mentalement. Je ne suis pas en train de dire que le data, ce n'est pas important, c'est archi important. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, en termes de segmentation de prix, je n'ai pas vu grand personne qui savent quoi faire avec le data. Et donc, moi, ce que je vois pour vous, c'est le Pro version, c'est plutôt l'analyse du data et des rapports et avec des suggestions d'amélioration. Le data lui-même, ils ne le feront pas parler. Le gentil monsieur qui possède le métro Chèvrefils sur le coin de Laurier dans le plateau, il n'a pas le temps d'aller creuser le data puis faire les calculs lui-même. Par contre, si tu lui dis qu'à chaque mois, tu vas y faire non seulement un rapport, mais tu vas y dire que tu vas y offrir. Puis là, en passant, rapport, ça rentre dans Key Proposition. Là. Tu y offres un détaillé de c'est quoi les 3 recommandations que tu aurais pour lui à chaque mois selon les lignes. Oh, OK, bien là, next best action, NBA, ça ressemblerait plus à quelque chose que je serais prêt à payer pour. Okay. Là, je vois ici Total Revenue per Year, des belles lignes droites là, avec sans soubresauts, sans enjeu. C'est le fun, ça, les revenus qui grandissent en ligne droite, en haut et donc. Ici, du point de vue du client, alors je suis en train de regarder ça du point de vue du client, c'est les personnes qui consomment chez vous. Donc là, tu es en train de dire que moi, en tant que consommateur dans ces magasins-là, j'aurais quelque chose sur mon application. Tech-savvy shoppers comfortable with using mobile food. Users that don't have much time to wait in line. OK, moi, je veux savoir, dans le fond, ce que tu es en train de dire, c'est que moi, si je vais me rendre à l'épicerie, avant de me rendre à l'épicerie, je vais checker, voir la ligne. C'est ça? En plein ça. OK. Fait que là, moi, dans ma tête, j'ai envie de faire ça sur Google de la même façon qu'avant d'aller au Jean Coutu, je check sur Google, voir s'il est ouvert. Et au Jean Coutu, présentement, il y a déjà un petit graphique qui dit le nombre de personnes habituellement, this shop is busy. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, là. J'ai déjà vu ça, oui. OK. Fait que je ne veux pas te faire la peine, mais tu vas avoir un défi et ça revient à la case Customer Relationship dont je parlais au début, là, le premier contact. Qu'est-ce qui va faire que moi, je vais arrêter d'utiliser le service que j'ai déjà gratuitement avec Google et qui va faire que je vais utiliser en ligne tout d'un coup? Alors, je vous mets au défi là, de battre Google. Bonne chance. Mais je suis sûr qu'avec un petit peu d'astuce et même, je dirais, avec... tu sais, Google, c'est super générique. C'est un Instagram très poche qu'on pense scientifique, mais des fois, je doute un peu. Fait que peut-être que vous avez autre chose. Fait, donc, écoute, ce qui est à mettre en tête avec Google, c'est que présentement, les données sont plus ce qu'elles étaient. Là. En l'espace d'un mois, on a changé énormément. Donc, ce que tu vois, voilà. c'est exactement ce qui est réel. Très bonne réponse à votre valeur unique par rapport à Google. Bravo, très smart. OK. Écoute, Alexandre, je veux donner la chance aux autres, fait que je me permets, on regardera peut-être si j'ai le temps de revenir. Encore une fois, je demande aux gens qui sont en ligne, est-ce que c'est utile, là? Vous aimez ça, ce genre de critique-là des autres modèles d'affaires? Ouais, je vois des oui, fait que je prends pour acquis que c'est bon. Je continue dans ce cas-là.
Interrompez-moi. Moi, je suis parti comme une fusée, là, mais vous avez tout à fait le droit de me ramener sur Terre là, si jamais je suis dans les patates. Fait que là, je regarde ici Nuagem App. Est-ce que quelqu'un veut revendiquer Nuagem App? Est-ce que la personne veut lever la main? Qui est en train de travailler sur Nuagem App? Moi. C'est qui, moi? Ah, c'est Ralph. Ralph, OK, excellent. All right. Oui. Fait que Ralph, regardons ça ensemble. Alors, tu sais que je vais regarder les clients en premier. Et là, je regarde entreprise à la recherche de professionnels col blanc de 2 ans d'expérience et plus à travers une agence de placement. OK. Ma suggestion pour toi, et ça tombe bien, quand on travaille en B2B, votre client n'est pas une entreprise. Quoi? Mais je travaille en B2B. Mais oui, votre client est un individu qui travaille dans une entreprise. OK? OK. Fait que ici, ce que je te suggère de mettre, c'est professionnel en ressources humaines ou gestionnaire ou personne en ressources humaines qui travaille pour une entreprise. Je m'excuse, Ralph, mais je m'entends encore dans tes. Ah oui, excuse-moi. Chez toi. Mais je veux tes commentaires, je veux que ça soit interactif, mais en même temps, je suis désolé. Fait que ma suggestion ici, c'est de mettre un petit peu un persona, là, comme une personne qui travaille en ressources humaines. Ton client, ça va être la personne en ressources humaines. Et là, j'ai un défi pour toi, Ralph, parce que toi, en B2B, tu as 2 défis. Tu as ton utilisateur, qui est la personne en ressources humaines qui engage, mais tu as peut-être un financier ou peut-être un gestionnaire qui est la personne qui va payer pour tes services. Je ne sais pas si tu vois, là, tu as 2 clients. En fait, tu as un client et un utilisateur. Et je me demande si la personne aux ressources humaines qui cherche des cols blancs, qui travaille dans la grande entreprise, est-ce que c'est elle qui va prendre le temps d'acheter tes services? Est-ce que c'est la personne aux ressources humaines qui va aller à travers les approvisionnements, qui va dire, écoute, j'ai besoin de ce système-là, peux-tu me permettre d'acheter ça, s'il vous plaît? Ou est-ce que toi, Ralph, ton vrai client, c'est le gestionnaire d'une équipe de ressources humaines qui veut simplifier l'acquisition de talent? OK? Fait que tu as une question à te poser là, c'est qui l'individu à l'intérieur de l'entreprise? Si je prends, par exemple, là, je vais prendre mon exemple personnel de Desjardins. Chez Desjardins, il y a des centaines de personnes qui travaillent en RH, mais il n'y a pas des centaines de personnes qui peuvent acheter un service de recherche de professionnels. Il y a peut-être la personne qui est en charge de l'équipe d'acquisition de talent, là. Fait que c'est le gestionnaire qui va tirer sur la cloche de son VP et dire, écoute, nous autres, on a de la misère à acquérir du monde. On est tanné des agences de placement. Peux-tu nous aider avec ce logiciel-là? Fait que là, je te laisse réfléchir à ta case client parce que c'est plus compliqué que simplement dire une entreprise. Ceci dit, j'adore le fait que tu as été dans le comportement de recherche des professionnels col blanc de 2 ans d'expérience et plus à travers une agence de placement. Ça, c'est très bien parti. Ensuite, je m'en vais dans proposition. Attraction de plus de candidats. Ça, c'est le résultat. Je comprends. Matching app. Oh, OK. Une app qui permet de voir le besoin de l'entreprise et les candidats. Coaching de candidats inclus. OK, nice to have. Est-ce que c'est le wow factor? Peut-être, mais ça va. Processus rapide. OK. Si ton processus était lent, je me poserai les questions, mais je m'attends à ce que tout le monde ait des processus rapides. Moins cher que le marché. OK, tu es dans les caractéristiques, tu es très fort dans les caractéristiques, là, ce qui est correct, mais est-ce que c'est distinctif? Là, ce qui est intéressant, c'est que tu compares au marché, fait que tu t'en vas dans cet esprit-là de caractéristiques distinctives, c'est très bien. Le processus qui interpelle la décision d'agir plus rapidement. Augmentation du taux, OK. Encore une fois, tu vois où est-ce que je m'en vais? Là, je m'attends à avoir le nom de ton produit ou service. Est-ce que tu considères que tu offres un accompagnement? Est-ce que tu considères que tu offres une application ou je devrais dire une plateforme? C'est quoi que tu offres comme produit ou service? Il faudrait juste labeler cette chose-là en amont, puis après ça, rentrer avec tes caractéristiques, ce qui est très bien. Et après ça, je m'en vais vers les revenus. 5 % du salaire annuel du candidat placé. Ça, j'adore ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, on rentre dans un autre niveau qui s'appelle les patrons de modèles d'affaires. Et les patrons de modèles d'affaires, c'est comment plusieurs cases sont interreliées. Ici, ce que je dirais, c'est que ça s'appelle c'est le patron de modèle d'affaires. Je vais trouver en anglais, c'est Pay for Success. En français, j'essaie de trouver la traduction. C'est payer selon le résultat. Donc, plus les gens sont placés, plus toi, tu fais de l'argent. Mais d'un autre côté, si le candidat n'est pas placé, bien
ton client qui n'a pas réussi à avoir ce qu'il cherchait, ben, il n'y a rien à payer. Fait que c'est pour ça que c'est un modèle d'affaires qui est très gagnant du point de vue du client, surtout s'il utilise la plateforme et il n'y a pas un succès. Maintenant, la question à savoir, puis là, moi, je ne suis pas l'expert, là, mais est-ce que 5 du salaire annuel, c'est juste? Est-ce que c'est, tu sais, je pense, tu sais, je regarde quelqu'un, un col blanc avec 2 ans d'expérience, mettons que cette personne-là va faire, je vais mettre un chiffre rond, là, je vais dire 70, 5 de 70, c'est quoi ça? 5 7 divisé par 2, ça fait que c'est 3,5 K. Ouais. Est-ce que c'est cher payer 3500 pour placer une personne? Là, moi, je ne suis pas expert de ton domaine. Et vite fait, je me dirais que ça me semble cher pour une plateforme qui, habituellement, le but d'une plateforme, c'est que ça ait un coût beaucoup plus bas que ça. Fait que je ne sais pas. En fait, c'est une question, là, il y a comme un disconnect mental chez moi à me dire, hey, une plateforme, ça ne coûte pas cher. Tu viens de dire que c'est moins cher que le marché, 5 à 25 ça, c'est moins cher au niveau du price tag. Mais est-ce que c'est moins cher sur le life cycle? Si moi, je vendais une plateforme puis je te faisais un one-time fee de, mettons que j'invente, mais je te dis que tu as accès à la plateforme à 5 000 $ par année, puis tu peux engager 25 personnes avec une plateforme. Il y a comme peut-être que tu devrais avoir un hybride là, avec un petit peu de coûts fixes et coûts de variables pour te protéger toi, mais aussi fait que ça voudrait dire quoi, ça, un fixe et variable? Ça serait un frais de 1 000 $ par année pour avoir accès à la plateforme, puis un ajout de, je vais dire, 1 du salaire annuel selon à chaque fois que comme ça, tu joues sur les deux bords. C'est une suggestion, c'est juste une idée comme ça, là, à haut niveau, là, pour te protéger, parce que l'autre chose aussi, c'est que toi, tu as un gros coût de développement. Et puis, avant que tu aies des candidats placés, ça pourrait aider aussi avec des premières ventes, là. Et aussi, je trouve que, ouais, c'est ça. Voilà. C'est une idée, hein? C'est à explorer de faire un mix. OK. Allons dans la relation client. Notification, match, notification prévisionnelle lors de la croissance de l'entreprise. Ici, là, on n'est pas dans le même feeling, là. Encore une fois, je cherche qu'est-ce qui va faire que les professionnels de RH vont savoir que tu existes. Je cherche le premier contact et je cherche comment tu vas faire une relation à long terme. Notification match, pour moi, ça rentre dans proposition de valeur, là. Relation client, on est plus, selon moi, dans le marketing, dans et là, tu es en train, j'ai l'impression de me donner des caractéristiques de ton produit, des notifications prévisionnelles. J'ai l'impression que cette information-là s'en va dans les features de ton app et non pas dans la création d'une relation de client d'un point de vue marketing. Ensuite, on y va dans canaux. Ton app est clairement ton canal. Tu as créé ton propre canal. Et quand je dis que je cherche l'échelle versus le nombre de maillons, ben, je dis nombre de maillons, mais ça peut être aussi l'effort. Là. Puis je te dis quelque chose qui va te surprendre, là, mais souvent, je trouve qu'on met beaucoup, beaucoup de temps et d'efforts sur une application, alors que tu pourrais, avec un fichier Excel et 2 employés, faire à peu près, je vais dire, 80 de la job dans la première année de juste un humain qui traite les informations puis que vous avez une bonne base de données. Et là, vous mettez tout ce temps-là à développer une application trop vite quand, dans le fond, la job de matchage est super simple. Vous n'avez pas besoin. C'est pas comme étant donné que vous êtes en B2B, vous n'avez pas le volume d'un Airbnb, vous n'êtes pas dans le volume d'un B2C. Vous pourriez commencer en disant OK, bon, ben, puis d'ailleurs, c'est un petit peu la suggestion que j'ai faite tout à l'heure, Alexandre, là, par rapport à les types de clients. Mais tu pourrais dire OK, bon, ben, on va se spécialiser dans des endroits où est-ce qu'on a des cols blancs avec 2 ans d'expérience. Fait qu'on se spécialise dans le gouvernement. On se spécialise dans des fonctionnaires. Puis ça va faire que tu ne vas pas développer une plateforme qui est trop grosse c'est pour ça que je parle d'équilibre par rapport à l'échelle. Parce que j'ai l'impression qu'on veut tellement une application, on veut automatiser des affaires, puis dans le fond, il n'y a pas tant de connexions à faire parce qu'il n'y a pas tant de volume. Mais là, encore une fois, c'est peut-être moi qui est innocent puis qui ne voit pas. Toi, tu vas me dire non, 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 je vais avoir une banque de 10 000 candidats, puis c'est impossible qu'il y ait un humain qui connaisse les 10 000 candidats. Peut-être, là. Mais des fois, pour commencer, on met trop d'efforts à bâtir la technologie, puis pas assez d'efforts à créer le contact qu'on veut pour notre client final. Fait que je te lève juste un petit drapeau en disant, mets pas trop de temps à programmer une app.
Si tout ce que tu as besoin, c'est un bon Excel avec 3 employés vraiment allumés à faire des matchs, à faire des appels, à faire des liens, à bâtir ta base de données avant même d'avoir une app qui te permet de faire ça. Là. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les headhunters, si l'app de headhunting existait déjà, autre que LinkedIn, on la connaîtrait peut-être. Fait que c'est ça mes premières réflexions. Ça te va, Ralph? Toi, comment tu réagis à mes suggestions? J'ai-tu dit des choses intéressantes ou je suis à côté de la plaque? Non, t'es vraiment dedans. C'est sûr que je vais rajouter des revenus variables. Je suis déjà en réflexion par rapport au modèle. Donc, c'est intéressant ton point de vue par rapport au taux que j'ai mis ici. Malgré que je sois moins cher, la perception des gens par rapport à l'application est moins chère. C'est sûr qu'au niveau de la relation client, je vais m'adapter pour que ce soit plus au niveau du marketing. Et puis, c'est vrai que dans ma proposition de valeur, je ne dis pas c'est quoi qu'elle fait là. Dans la première phrase, c'est ça que ça devrait dire. Puis après, les caractéristiques, fait que je vais changer ça. Ma première phrase, c'est application de chasse de tête. Donc là, je vais trouver ma phrase clé. Excellent. Bravo. Belle écoute. Bonne synthèse. Alors là, je vais me déplacer ici au modèle d'affaires de... Comment ça s'appelle celle-là? Ça s'appelle le projet Study Buddy. Qui travaille sur Study Buddy? Est-ce que c'est Camille Crépeau qui sourit grandement? Oui, excellent. Super. Alors, Camille, tu connais déjà l'intérieur de mon cerveau. Voyons voir comment ça s'applique à ton cas, à toi. Alors, je regarde la case des clients en premier. Étudiants et professeurs universitaires de premier cycle touchés par la perte d'attention. J'aime ça, l'idée que les professeurs ont des pertes d'attention. Ben non, je comprends que c'est des étudiants qui, qui ont peut-être moins d'attention. Élèves et professeurs du secondaire privé des années 2 à 5. Alors là, évidemment, je me dis où est le cégep quand je lis ça. Donc, je trouve ça intéressant. Tu as une segmentation, ça c'est déjà très bien. Je me questionne à savoir, ton client, encore une fois, toi, tu es dans un cas spécifique où est-ce que ton client et tes utilisateurs, tu as même 2 types d'utilisateurs, puis tu as un client. Tu as 3 joueurs, toi, dans la relation que tu bâtis. J'explique ça. Tu as le gestionnaire de l'université qui est celui qui offre les outils. Okay? Fait que ton premier client, c'est un gestionnaire dans le milieu éducatif. Ton deuxième, en fait, ton utilisateur, c'est un professeur qui va pousser ça à ses étudiants, de ce que je comprends. Fait que toi, tu as 3 joueurs qu'il faut que tu prennes en compte. C'est compliqué. Mais c'est ça la vie. Après ça, si j'avais à segmenter cette chose-là encore plus, je me poserais la question à savoir, c'est quoi exactement la perte d'attention? Est-ce qu'on parle des enfants qui sont médicamentés sur le Ritalin? Est-ce qu'on parle juste du fait que toi et moi, on arrive dans le cours de classe puis on a un cellulaire puis il ne faut pas qu'il sonne dans le cours de classe? C'est quoi là, la perte d'attention exactement? Je voudrais en savoir un petit peu plus de quoi il s'agit. Peut-être que dans la proposition de sa valeur, je vais apprendre, mais là, pour l'instant, je suis là. Puis je m'attends aussi à Socio-Démo là, parce que professeur universitaire, à Montréal, il y a 4 universités. Au Québec, il y en a peut-être une vingtaine, là, je devine. Est-ce qu'on est au Québec? Est-ce qu'on est dans le monde? C'est quoi ton marché exactement? Juste pour commencer, c'est beaucoup mieux. Là, tout le monde dit ah, ben non, mais moi, je veux que le marché, ça soit dans le monde. Moi, je vous dis tout de suite, c'est beaucoup mieux que vous commenciez de bottom-up que de top-down. Là. Ceux qui disent toutes les universités dans le monde, moi, je vois ça d'un mauvais œil. Si vous me dites plutôt les universités francophones de Montréal, OK, je suis capable de me faire une tête comme quoi il y en a 2. Là. Fait que c'est beaucoup mieux de travailler de bas vers le haut. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que quand on va faire vos prévisions financières, si vous faites du top-down à dire hey, dans le monde, il y a 350 000 universités, jamais est-ce que je vais pouvoir prendre ce chiffre-là puis le multiplier par le nombre de ventes. Alors que si vous me dites qu'il y a 2 universités au Québec, francophones, à Montréal, bien, je suis capable de faire OK, bien, les chances qu'il y en ait 1 sur 2 sont bonnes, fait que je vais utiliser ces chiffres-là. OK. Donc, voilà, pour ce qui est des clients, je vais aller voir si je suis capable de comprendre la perte d'attention via la proposition de valeur. Professeur, visibilité de perte d'attention sur graphique parcours asynchro et synchro. Élèves en difficulté d'apprentissage peuvent recevoir des notes de cours de qualité et collaborer avec ses étudiants. Validation des connaissances à travers un quiz créé par des Natural Learning Protocol, créé par des naturaux-linguistiques NLP, c'est quelque chose comme ça, là. C'est quoi, Camille? Rappelle-moi, c'est quoi NLP?
Natural Language Processing. Ah, c'est ça, Natural Language Processing. J'étais proche. Écoute, j'étais proche. Généré par les matières scolaires, incluant les notes de cours. OK. Fait qu'ici, je m'attends, je pense que vous savez tous, là, je m'attends à ce que vous me décrivez en 3, 4, 5, 6 mots, c'est quoi votre produit. Est-ce que c'est un système, une plateforme, un outil? Est-ce que c'est un logiciel? Est-ce que c'est une extension Chrome? Est-ce que c'est un service? Bref, je m'attends à un petit descriptif là, de la proposition de valeur dès le début pour me dire c'est quoi. Et ensuite, vous me dites, les professeurs vont avoir la visibilité de la perte d'attention sur des graphiques parcours asynchro et synchro. OK. Donc ça, c'est une fonction que vous offrez. Et là, le prof va être en train de parler, puis là, tout d'un coup, il va avoir j'imagine qu'il va avoir un pop-up parce que j'ai de la misère à imaginer, là, je suis dans le UX de votre affaire, mais j'ai de la misère à un prof qui va avoir un graphique en temps réel, y voir alors qu'il parle, avoir une petite boule qui danse. Oh, il m'écoute, oh, il m'écoute pas, oh, il m'écoute, oh, il m'écoute pas quand il fait son cours. Voilà. Élèves en difficulté d'apprentissage peuvent recevoir des notes de cours de qualité et collaborer avec ses étudiants. OK, c'est encore du point de vue du prof, là. Le prof va pouvoir envoyer à ses élèves en difficulté d'apprentissage des notes de cours de qualité et le prof va pouvoir collaborer avec ces étudiants-là. OK. Là, j'ai envie de critiquer le tout parce que le produit parce que j'ai de la misère à comprendre qu'est-ce que ça fait. Je cherche par rapport à des techniques ce qui est difficile dans ma compréhension de votre affaire, c'est est-ce qu'un bon prof serait capable, est-ce qu'on rentre dans des techniques d'animation puis des techniques de relation avec les étudiants ou de ça qui va faire en sorte que des bons profs n'ont pas besoin de ce système-là, puis dans le fond, des profs qui sont moins interactifs auraient besoin de ce système-là. Comme moi, présentement, j'ai comme une quinzaine de personnes devant moi, puis je suis capable de voir de par vos yeux, de par vos sourires, si vous êtes attentif ou pas. Et donc, je me dis, c'est comme un ajout, c'est juste un petit indicateur additionnel, tu sais, si je suis dans le vert, je suis dans le rouge. Disons que j'essaie de comprendre, je devrais être capable de comprendre juste dans ce petit paragraphe-là. À date, j'ai compris le graphique. Recevoir des notes de cours de qualité, moi, je considère que j'offre déjà des notes de cours de qualité en tant que prof, puisque j'enseigne à l'université beaucoup. Là, fait que, tu ne m'as pas démontré c'est quoi la différence. Puis les étudiants en difficulté d'apprentissage, je le vois après les examens, puis je le vois dans mes interactions qui sont un petit peu moins matures, disons. J'ai de la misère à voir comment est-ce que ton système va être capable de m'aider avec les étudiants qui ont des moins bonnes notes ou qui ont de la difficulté d'apprentissage. Et ensuite, validation des connaissances à travers des quiz créés par la neurolinguistique. Là, c'est comme si tu allais me rajouter des devoirs. Dans mon quiz, il va y avoir une section neurolinguistique. J'ai de la misère à comprendre, honnêtement, qu'est-ce que tu vas faire à mes quiz. Ça fait des années que je roule avec mes quiz. Je suis content avec ceux-ci. Puis là, tu me forces à changer mes quiz. Encore des barrières pour moi, le professeur. Là. Fait que j'aime ton sourire, Camille. C'est signe que tu comprends ma résistance. Mais d'un autre côté, je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu fais. Est-ce que tu fais un Kahoot? Est-ce que c'est ça, dans le fond? Tu es un Kahoot version éducative? Je t'écoute, Camille. Non, je trouve ça super, vraiment, vraiment super. Parce que moi, dans ma tête, c'est comme j'allais mettre plein d'informations, puis après ça, j'allais le rapetisser. Puis je pense que j'étais juste complètement perdue, puis c'est encore plus cool que tu es un prof. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment formidable. Donc, je ne sais pas si je peux te contacter après peut-être ça. Ben oui. Pour en parler dis-moi, plus. Dis-moi en 2 mots, c'est quoi que. Parle-moi un petit peu de c'est quoi ton produit comme tel, qu'est-ce que ça fait, comment ça marche. Les notes de cours, c'est les notes des cours des étudiants. C'est OK. les autres qui prennent des notes de cours. OK. Donc, c'est ça. Puis à travers ça, dans le fond, les professeurs sont capables de voir c'est où qu'ils perdent l'attention après leur cours de leurs élèves. Parce que maintenant que c'est à distance, ils n'ont plus la même relation. Donc, ça peut leur donner, dans le fond, une information de c'est où qu'ils perdent. Est-ce que c'est à un certain temps? Est-ce que c'est avec, dans le fond, certaines matières? C'est où qu'ils peuvent s'améliorer. Donc, c'est un outil d'apprentissage, en fond, par rapport à ça. Puis par rapport au TDAH ou au trouble d'apprentissage en tant que tel, c'était vraiment du fait que ils ne peuvent pas nécessairement prendre les notes de cours de quelqu'un facilement. Donc là, maintenant, il y a un système, dans le fond, qui peuvent avoir des notes de cours de qualité pour pouvoir
étudier, dans le fond, par eux-mêmes par la suite. OK. Écoute, je vais te donner mon avis vraiment 100% honnête, là. J'ai l'impression que tu es en train de travailler sur un problème que je ne suis pas sûr que les professeurs vont dire c'est un enjeu pour moi, ça. OK? Je ne suis pas sûr que les professeurs, si tu leur demandes est-ce que tu as de la misère avec les notes de cours et tes étudiants en ligne, ils vont dire non, je leur envoie le PowerPoint puis c'est à eux de s'arranger avec ça. Tu sais. Est-ce que si tu demandes au professeur, est-ce que tu aimerais ça savoir si les gens sont attentionnés sur un graphique pendant que tu donnes un cours asynchro ou synchro? Est-ce que tu as besoin de savoir les gens sont-ils là ou sont pas là? Je pense que le prof va te dire je suis capable de savoir quand mon monde est allumé ou pas. Fait que j'ai l'impression ici que c'est mon feeling, là, mais je questionne encore le bobo que tu es en train de solutionner. Par contre, là où tu viens me toucher, c'est avec la notion de TDAH et tout ça, parce que là, tu es dans un problème où est-ce que c'est plus le professeur, c'est l'élève l'enjeu. Puis là, tu n'es plus en train d'essayer d'outiller le professeur, tu es en train d'essayer d'outiller l'élève dans sa relation avec le professeur. Le professeur, lui, il a en tête les 36 élèves, puis là, il y en a 3 qui ont de la misère à suivre. Tu essaies d'aider ces 3-là. En tout cas, ça, c'est mon avis à moi, là. Puis ceci dit, TDAH rendu à l'université, ben là, c'est plate à dire, mais moi, en tant que prof d'université, je n'ai pas du tout la sensibilité à ça. Puis c'est de ma faute, là. Puis je suis tellement focusé sur leur enseigner l'innovation, l'entrepreneuriat, que je suis vraiment pas là pour m'assurer qu'ils sont présents dans le cours, là. Fait que c'est peut-être moi qui manque de sensibilité à ce moment-là, mais c'est pour ça que je reviens avec le fait que c'est pas un enjeu que je ressens en tant que professeur. Mais bon. Là, je vois qu'il y a un petit chat, fait que je vais aller checker, voir qu'est-ce que la personne a écrit. Peut-être pertinent pour les parents qui veulent s'assurer que leurs enfants suivent des cours et éventuellement comparer avec les autres élèves. Très bonne idée, Matt, de Brainalytics. Oui, des parents qui sont de plus en plus intenses, peut-être qu'eux autres veulent suivre. Ça, c'est tout à fait bon. Ce que je pourrais dire, moi, j'ai l'impression que l'université, ce n'est pas la bonne plateforme. Moi, je vois ma fille maintenant qui a 6 ans et qui fait du Zoom avec sa prof toutes les semaines, 2-3 fois par semaine avec sa prof de première année. Elle, la prof de première année, croyez-le ou non, là, je vole des trucs de elle dans sa façon d'animer son groupe que je fais avec vous, puis vous ne le savez même pas. Donc, je pense qu'il y a des éléments là. Fait que, écoute, j'arrête sur ce point-là parce qu'il y a tout le temps un travail de mise en question de la problématique. Et ce n'est pas moi qu'il faut que tu convainques, c'est d'autres professeurs. Mais parlons de revenus, par contre. Fait que là, les revenus, ils vont venir, si tu regardes des applications habituellement, c'est une licence annuelle. Fait que moi, la réponse rapide là, à revenus, là, ça serait idéalement, ça serait la commission scolaire ou ça serait l'université qui paierait annuellement, je ne voudrais pas du mensuel, là, en tout cas si j'étais toi, je voudrais des revenus annuels pour avoir accès à la plateforme. Fait que ça répond à ta question, comment tu génères des revenus, ça serait avec la fameuse 3e personne dans tes clients qui n'est pas là, qui est le gestionnaire de l'université, qui va être la personne qui va débourser pour avoir accès à ton système. C'est bon? Merci beaucoup. Bienvenue. Alors, un autre, on en fait un petit peu plus rapide. Ici, là, on a OK, Nuagem, ça, c'est la 2e version de Nuagem, là, les candidats professionnels qui, eux aussi, ont accès de leur bord à eux. Bravo d'avoir fait les deux. J'aurais dû être plus smart puis comprendre que vous aviez une plateforme qui faisait 2 bords en même temps. Fait qu'on on en a parlé de celui-là. Je vais aller à Study Buddy. Il y avait la grande encyclopédie, puis quelle autre? Édumétrie. Fait que j'y vais avec grande encyclopédie augmentée. C'est qui lève la main pour la grande encyclopédie? Ouais. Excellent, Maxime. Je suis curieux maintenant. Matt, qui a eu une super bonne idée pour les profs. Matt, toi, tu es dans quel... As-tu soumis un modèle d'affaires ou non? Je n'étais pas prêt du tout, malheureusement, donc j'ai pas pu. OK. OK, bon. Pas grave. Fait que Maxime, je suis avec toi et je lis avec toi le modèle de la grande encyclopédie. La première chose que tu cherches à faire, c'est des gestionnaires dans le milieu d'éducation primaire et secondaire au Québec. Très bien. Là, tu voudrais probablement différencier. Si tu me parles de secondaire, la première question, c'est privé ou public. Et on sait tous qu'il y a plus d'argent dans le privé. Gestionnaire, c'est un peu large. C'est qui, là, mettons, là, si je pense à mon école secondaire, là, c'est qui le monsieur ou la madame qui est responsable de, je ne sais pas c'est quoi que tu vas offrir comme service, mais c'est qui est responsable de ça? Donc, est-ce que ça va être quelqu'un au RH? Ça va-tu être quelqu'un dans les TI? Ça va-tu être, je ne sais pas. Je vais apprendre ça avec toi. Mais c'est sûr que ici, ton
ton client, il devrait être un petit peu plus costaud, là, dans le sens âge, sexe, lieu. Il devrait avoir une segmentation. Présentement, tu as juste un type de gestionnaire. Peut-être que tu pourrais avoir gestionnaire secondaire avec un profil, puis un deuxième profil gestionnaire primaire. Ils ont sûrement des besoins différents au secondaire qu'au primaire. Fait que déjà là, tu pourrais segmenter. Je m'en vais à la proposition de valeur. Tu offres une application mobile qui permet l'accompagnement des élèves au niveau primaire et secondaire. Très bien. Est-ce que tu les amènes à l'école? Est-ce que tu les accompagnes pour traverser la rue? Est-ce que tu les accompagnes dans les mathématiques? Est-ce que tu les accompagnes dans quoi tu les accompagnes? Et ensuite, tu offres des expériences éducatives stimulantes sous la forme de modules de réalité augmentée. Oh là là! Je sens que la réalité augmentée, c'est un bonbon. Et c'est très, très bon dans le ventre. Et ça, j'aimerais ça voir de quoi ça a l'air. Je me questionne à savoir, est-ce que tu as besoin d'aller jusqu'à la réalité augmentée pour passer ton message? Moi, je vois ma fille de 6 ans avec des Bookily, avec des NetMath qui sont très, très loin de la réalité augmentée. Et je ne sais pas si on a besoin de ça encore. Mais bon, je te lève ce chapeau-là parce que moi, d'un autre côté, j'adore la réalité augmentée. Je trouve que c'est vraiment la voie du futur. Mais je me pose comme question, quand on est une start-up, c'est-tu ça la première chose qu'il faut faire? C'est-tu le bonbon qu'il faut mettre de l'avant ou c'est la teneur en termes de contenu? Et ici, à date, là, que ce que je vois comme contenu, je vois encyclopédie et je vois accompagnement et je vois expérience. Mais il manque un peu de concret là, à savoir qu'est-ce que tu offres comme caractéristique exactement. Application mobile, ça, c'est un élément qui peut être très bien. Mais moi, je pense à ma mère qui lit avec ma fille sur app.bookily.com. Fait que ma grand-mère est sur Internet, sa grand-mère est sur Internet, puis tous les jours, ils font un Skype ensemble pendant 1 heure où est-ce que ma fille lit l'écran de sa grand-mère, parce que c'est la grand-mère qui a le contrôle. Et c'est ma fille qui lit l'app. Elle pourrait lire elle-même l'app, là, mais c'est le fun que ce soit la grand-mère qui a le contrôle. Les deux sentent bien impliqués dans cette formule-là. Okay. Fait que l'autre chose, c'est que tu as j'imagine, en quelque part, y a-t-il un lien avec Wikipédia? Est-ce que tu es en train d'animer le contenu existant de Wikipédia? Et là, j'ai l'impression que je suis en train de faire du brainstorming pour toi, là, mais imagine si tu étais capable d'automatiser l'utilisation du contenu existant de Wikipédia pour en faire des petites capsules. Puis, il y aurait moyen pour toi d'aller chercher de l'information puis d'en faire des capsules. Puis même, je vais te dire n'importe quoi, un quiz automatisé en utilisant Wikipédia comme réponse. Puis là, il y a quelqu'un qui va dire « Ouais, mais Wikipédia, il n'y a pas tout le temps le bon contenu, la bonne réponse. » Quelqu'un pourrait changer Wikipédia puis dire que le meilleur goaler du Canadien, c'était Carey Price, alors qu'on sait tous que c'était Patrick Roy. Tu sais? Fait que je m'amuse. OK. Fait que proposition de valeur, je pense que tu sais que ça prend un petit peu plus. Ceci dit, je vois aussi une autre chose dans proposition de valeur. Je pense que tu pourrais scinder la notion éducative de la partie ludique. Okay. Fait que tu pourrais être très spécifique puis dire « Hey, professeur, école, université, on va vous aider dans votre module. » Tu sais, les profs, ça a l'air de rien, mais ils sont pas mal imposés dans leur cursus. Là. Ils sont obligés de faire passer certaines matières. Je pense que tu dois t'imaginer. Fait que ça, c'est une affaire. Comme quoi, tu dis « Hey, les profs, je m'aligne. » Tu sais, comme une des caractéristiques, là, je dirais, ça serait aligné avec le cursus de la réforme du ministère de l'Éducation, quelque chose comme ça, pour dire comme quoi c'est pas toi qui es en train d'inventer le contenu ou du moins le point de départ. Puis de l'autre côté, je ferais ça c'est l'inverse, le yin et le yang. Fait que le yin, c'est le côté aligné sur les besoins de le ministre de l'Éducation et le yang, c'est le fait que tu offres quelque chose de cool. Mario, à la prochaine. Et le yang, c'est quoi? C'est le fait que tu as ton expérience de réalité augmentée, là. Puis là, c'est la chose qui crée de l'engagement, puis c'est vraiment hot, puis c'est comme l'envers de la médaille, là. Fait que voilà pour la proposition de valeur. Je m'en vais à revenu. La première chose que je cherche, c'est des chiffres. Abonnement mensuel, forfait prédéfini, module à la carte. Là, ici, j'ai l'impression que, étant donné que c'est une application, tu pourrais rendre ça très compliqué, mais c'est sûr que l'abonnement mensuel, c'est le plus simple. Moi, étant donné que tu es avec des gestionnaires, j'essaierais de réduire le nombre de décisions que les gestionnaires ont besoin de faire. Okay. Alors, ma suggestion pour toi, c'est d'y aller abonnement annuel.
Peut-être s'ils sont méchants là, puis ils veulent tester avant ou je sais pas quoi, tu offres peut-être un semestre gratuit, mais moi, j'irais plus dans de l'annuel que dans du mensuel. B2C, ça fait du sens du mensuel. Là. Moi, je peux allumer puis fermer mon compte facilement, mais un gestionnaire, il faut qu'il pense à ses profs, puis il ne veut sûrement pas fermer ça au mois de février à la mi-session. Là. Non, c'est ça. Fait que je changerais ça. Et l'autre chose, je te parlais de relations clients, puis ça, c'est peut-être bon pour tout le monde. Là. Quand je dis premier contact, je vois que vous êtes beaucoup dans un monde électronique. Souvent, le monde électronique impose un premier contact gratuit. On connaît tous le modèle freemium. Alors, moi, j'ai pour vous, dans relations clients, j'irais mettre quelque chose du genre essai gratuit. Ça, c'est votre premier contact, là, c'est l'essai gratuit. C'est le. Pourquoi? Parce que techniquement, la mise en œuvre, tous les coûts sont dans le développement et ne sont pas dans la mise en œuvre habituellement. Là, je veux pas, les gens de SAP vont me dire non, 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 il faut payer pour intégrer SAP dans l'entreprise, en tout cas. Fait que, voilà, canaux institutionnels, réseaux sociaux, médias traditionnels, support client. La réponse est oui à toutes ces choses-là, mais je mettrais quelque chose de l'avant. Fait que je mettrais de l'avant comment est-ce que tu fais ton premier contact? Là, j'invente, mais je mettrais essai gratuit, une séance durant l'été, mettons quelque chose de même. Et l'autre chose que tu veux dire, c'est comment est-ce que tu vas continuer la conversation. Et donc là, celui qui m'intéresse de tous ceux-là, c'est le support client. Tu vas avoir des représentants. Et peut-être plus que ça, une des choses que les écoles ou les gens que je vois, là, c'est qu'ils veulent du support après-vente. Fait que c'est plus, moi, c'est ça que je mettrais. Dans la case relation client, je mettrais beaucoup plus essai gratuit. C'est gratuit, ouais. Service après-vente de 20 heures pour chaque achat. Ça, OK, là, ça me fait commencer à comprendre ton modèle d'affaires. Plus que, ben oui, tout le monde va avoir des réseaux sociaux, tout le monde va essayer d'être au téléjournal, puis tout le monde. Ouais. Fait que voilà. OK. Canaux, portail Internet, application mobile. Très bien, ça c'est standard. Activité, mise en marché, support technique après-vente. Ouais, ça je le mettrais là-bas, l'après-vente. Développement, mise en marché, fine. Là, encore une fois, ici, je cherche la notion de mise à l'échelle, de scalability, le fait que tu sois dans le domaine informatique. Fait que développement, puis là, je m'attends à ce que tu ailles un niveau plus loin, puis tu me dises quelle va être la plateforme que tu vas utiliser de développement qui va te permettre de. Est-ce que là, attention, vous allez voir mon ignorance, là, mais est-ce que tu utilises du .NET? Est-ce que tu utilises du. Je ne sais pas, là, c'est quoi les plateformes, là, je suis vraiment dépassé. Du Python ou je ne sais pas quoi, là. Ouais. Mais c'est ça. Ressources humaines, oui, bravo. Employé. Mais quel type? C'est quoi votre expertise? As-tu des physiothérapeutes? Là, tu te dis pourquoi tu aurais des physios? Ben parce que quand tu utilises, des kinésithérapeutes, parce que quand tu fais de la réalité augmentée, tu vas pouvoir faire, je ne sais pas moi, le cours d'éducation physique avec cette affaire-là. Bref, surprends-nous avec tes ressources. Là, okay. Sors quelque chose que tu as un. Je ne sais pas c'est quoi toi ton background, mais mets quelqu'un, un expert dans l'éducation là, qui a tous les doctorats possibles. En tout cas. Fait que voilà, écoute, je vais aller je vais en faire un dernier avec vous parce que je vois que le temps avance, puis on va dépasser. Fait que merci, Max. Ça t'aide. Merci à toi. Ouais? Oui, ça m'aide beaucoup, oui. C'est super bon. Merci. Bienvenue. Alors maintenant, je m'en vais vers Edumétrie. Qui est le représentant ou la représentante de Edumétrie? C'est moi. C'est qui, moi? Ah, Julien. Salut, Julien. Ouais. Excellent. Est-ce qu'on s'est déjà vu, Julien? Il me semble que ton visage m'est familier. Ça se peut-tu? Je sais pas. OK. On y va avec ça. Client. Juste Edumétrie, là, je devine que c'est des métriques éducationnelles. Fait que bravo d'avoir un titre qui est à la fois descriptif, probablement. Je devine. Fait qu'on va voir si je ne me trompe pas. Client BC, c'est les British Columbia. Les utilisateurs, ben non, B2C. Les utilisateurs principaux sont des élèves qui manquent, en passant, c'est B, le chiffre 2 ou les lettres TO. Okay. Juste parce que je vais le faire tellement que ça me chicote. OK. Utilisateurs principaux, des élèves qui manquent de motivation pour l'apprentissage autonome à la maison. J'en ai de ça chez nous. Enseignants qui manquent de temps et d'informations pour évaluer les élèves. OK. Ici, j'ai l'impression que tu nommes beaucoup les comportements, mais tu n'as pas une vision un petit peu plus socio-démographique des clients. B2B, donc gestionnaire de produits en ligne, des solutions similaires en ligne. OK. Je pense que tu auras compris que toi aussi, tu tombes dans le cas du gestionnaire, du prof et de l'élève.
Et on peut même rajouter, grâce à notre collègue, je ne me rappelle plus de son nom déjà, Matt, il nous parle du parent qui n'est pas dans l'équation. Fait que là, tu as 4 joueurs, là, toi. Là. Tu as 4 utilisateurs clients. Techniquement, le client, en tout cas, le client, techniquement, c'est la personne qui paye. La personne qui paye, c'est ton gestionnaire de produits. Je crois que quand tu dis dans des solutions similaires en ligne, là, c'est ton gestionnaire de produits dans l'université ou l'école. Fait que ça, c'est une autre affaire. Là. Fait que, OK, tu l'as écrit. Client payeur, commission scolaire, ministère de l'Éducation. Oui, mais pas commission scolaire, mais gestionnaire de. Il ne faut pas que ce soit un organisme, il faut que ce soit un individu. Pourquoi? Parce que toi, quand tu appelles ou quand tu as ton équipe de vente, elle va être plus motivée à l'idée de travailler à ce que les gestionnaires embarquent dans le projet que juste dire la commission scolaire embarque dans le projet. OK. Fait que c'est compliqué tout ça, mais c'est correct. Regardons voir c'est quoi la proposition de valeur. Le contenu pédagogique à travers une interface ludique. Fait que là, déjà, tu commences avec une caractéristique qui est la ludicité de ton interface. Une intelligence artificielle qui personnalise le cheminement de chaque élève. Très bien, deuxième caractéristique. Et troisième, un tableau de bord de données en continu sur le cheminement des élèves pour les enseignants. Très bien. OK. Fait que ça, c'est cool. J'entends tes caractéristiques. Je me pose à haut niveau, c'est quoi? C'est une plateforme d'apprentissage de quoi? Je m'attends à ce que tu spécifies aussi mathématiques versus français. On parle de quelle matière? Là, ici, tu parles d'école privée, fait que je ne sais pas si tu es secondaire ou si tu es primaire encore. Est-ce que c'est... Tu sais, puis là, tu as de la compétition. Tu as des NetMath, des Bookily, des... c'est quoi les autres, là? Les Lalilo. Il y a de la compétition dans tout ça. Est-ce que toi, tu veux être la personne qui fait la fédération de tous les outils qui existent déjà, puis d'aller chercher le data de ces outils-là pour que le prof puisse voir ça? Est-ce que c'est ça que ton rôle? Ou ton rôle, c'est de... toi, tu vas avoir ta propre plateforme d'apprentissage unique qui va venir s'ajouter, et moi, en tant que parent, qui va dire « Ah, fuck, pas une autre plateforme d'apprentissage qu'il va falloir que je gère et que j'installe sur l'ordinateur de ma grand-mère pour que moi, je puisse travailler le jour. » OK. Fait que voilà, je pense que dans ta proposition de valeur, tu as un bon esprit. Il manque aussi, peut-être, je dirais en général pour tout le monde, là, le wow factor. Le wow factor, là, je donne un exemple. L'école d'entrepreneurship de la Beauce, selon moi, le wow factor, c'est que les gens, ils couchent là-bas et ils ont une vision 24 heures sur 24 de leurs apprenants. L'école de la Beauce aussi ils ont des entraîneurs, fait qu'eux autres, ils ont comme une thématique sportive qui donne une couleur à toutes leurs activités. Ils appellent les gens qui arrivent des coachs. Les apprenants, c'est comme des athlètes. Ils les appellent leurs athlètes. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire au lieu de dire « Hey, c'est les élèves » ou je ne sais pas quoi. Là, ici, je sens que toi, tu t'en vas juste par le fait que tu mets du gras, ça me turn on. Le ludique, le personnalisé, le tableau de bord. J'aimerais ça que tu aies un petit peu d'audace puis tu dises « Écoute, c'est la... » Je vais dire n'importe quoi, là, mais c'est j'essaie de faire un lien avec un tableau de bord. C'est le voyage en bateau ou le pilote. On appelle ça le copilote. Et là, le copilote permet une vision de... On prend des voyages. Puis, juste une thématique qui fait qu'on sort de encore on sort du cerveau rationnel et on s'en va vers le cerveau émotif parce que c'est mon premier contact avec toi et ton entreprise. OK, tu m'amènes sur un voyage. Puis même dans ton modèle d'affaires, là, c'est écrit là, comme quoi on offre des tableaux de bord d'avion où est-ce que les profs sont des pilotes. Puis là, je suis sûr qu'Alexandre va trouver ça vraiment hot, mon concept de commandant puis de tout ça. Là. Fait que voilà. Et maintenant, dans les revenus B2C, abonnement annuel, très bien. Contenu ludifié à la carte. Ah, c'est intéressant ça de pouvoir... je sens qu'il y a comme on peut allumer et fermer la ludification. Pour la technologie plugin white label, OK. J'ai encore de la misère à comprendre maintenant là, si le gestionnaire de produits de solutions similaires en ligne. Est-ce que je peux expliquer cette partie-là? Oui, vas-y. Dans le fond, notre proposition de valeur, les points 2 et les points 3, c'est des outils techniques qui pourraient être aussi vendus à d'autres solutions. Ouais. Donc, on a le clé en main qui est complet pour l'étudiant, qui serait une possibilité pour nous, ou on a juste la tech qu'on pourrait vendre à d'autres clients. On est en train de
de débattre là-dessus. Ouais, je peux-tu t'offrir une suggestion? S'il vous plaît. Choisis. Fais pas les deux. Choisis un ou l'autre. Puis, à mon humble avis, c'est mieux de commencer en B2B pour un jour spin-off puis faire du B2C que de partir dans un domaine où est-ce qu'il existe déjà des joueurs et de faire ses classes. Moi, je crois que, puis le chemin est beaucoup plus long, mais je crois qu'il est plus certain. Mets-toi en service au NetMat, à toutes les entreprises existantes dans ce domaine-là. Offre-leur un service qu'ils ne sont pas capables de faire. Puis à un moment donné, si tu es rendu meilleur qu'eux à le faire, prends leur place. Mais avant de devenir meilleur que les joueurs qui ont déjà 5, 10 ans d'avance, mets-toi en service à ces gens-là et offre-leur quelque chose qu'ils ne sont pas capables de faire pour l'instant. Et peut-être que ça va devenir une niche que, tu sais quoi, tu vas remettre en question ton désir d'offrir toi-même l'interface puis d'être tout. Puis tu vas avoir appris à être le spécialiste du tableau de bord et du suivi parents, profs, élèves. Là. OK. Merci beaucoup. Bienvenue. D'ailleurs, j'ai un voisin qui est dans le domaine. Là, il travaille justement pour NetMat. Si jamais tu veux un lien, un contact, là, tu me le diras. Là. S'il vous plaît. Pierre-Yves, je peux te dire son nom. Là. Son nom, c'est Pierre-Yves Dansereau. Parfait. Duranceau. Fait que Pierre-Yves Duranceau. Comment? Peux-tu le mettre juste dans le chat? Comme ça, il s'assure de l'écrire de la bonne façon. Mm-hmm. Même moi, je ne suis pas sûr de si tu... Pierre-Yves. Ouais, c'est Duranceau. Fait que voilà. Écoute, j'ai vu qu'il y a quelqu'un d'autre qui a ajouté, mais le temps a quand même avancé. Fait que est-ce que je me permets d'en faire un dernier? Est-ce que ça vous intéresse? Oh, Brainalytics! Oh, wow! Il est vite, Matt. OK. Si je fais ça, est-ce que j'ai fini le tour de tout le monde puis tout le monde est satisfait? Est-ce que vous me donnez un thumbs up si je fais un dernier avec Brainalytics? Alors, Juliette Clochard, qu'on n'a toujours pas vu, mais qu'on sait qui est patiente et présente depuis le début. Je félicite Juliette, tu es vraiment hot. Alors, maintenant, on y va avec Brainalytics. Donc, je m'imagine qu'on va analyser quelque chose par rapport au cerveau, mais je ne sais pas dans quel domaine on se situe. Je vais l'apprendre avec le modèle d'affaires. Des propriétaires d'appareils connectés, des wearables, exposés au COVID. Exposés au COVID. Est-ce que ma montre est exposée au COVID? Personnel soignant, alimentaire, manufacture. OK. Propriétaire d'appareils connectés, exposés. Ici, c'est-tu propriétaire ou c'est employé qui utilise des appareils en personnel soignant? Fait que, tu sais, j'ai en tête, là, évidemment, l'infirmière, le médecin, tout ça, la personne qui lave mes fruits à l'épicerie et la personne dans le manufacturier qui coupe des pièces de métal. Elle a besoin d'un appareil connecté ou son cellulaire lors de l'utilisation lors de sa job. OK. Fait qu'ici, j'ai l'impression que ici, on me parle plus de l'usager que du client, c'est-à-dire la personne qui paye. Fait que ça vaut la peine de distinguer ces deux choses-là dès le début. J'entends qu'il va y avoir des personnes qui vont utiliser ces choses-là. C'est parfait. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est qui va payer pour ça. Donc, ton client, c'est qui? Ça va être le gestionnaire, la personne au RH ou la personne en santé et sécurité. Et je m'attends à ce que tu mettes un petit peu de réflexion sur tes segments de clients par rapport à quel genre de gestionnaire RH est-ce que tu veux aller chercher en tout cas, si tu es en mode B2B. On va voir, là, je n'ai pas encore catché si tu es en mode B2B encore ou si tu es en mode B2C. La façon que tu l'exprimes là, ça semble être du B2C, mais moi, dans mon feeling, je m'attendrais, si j'ai un appareil connecté qui a rapport avec ma job de soignant alimentaire ou manufacturier, je m'attendrais, si je travaille dans l'usine d'assemblage de skidoo à Bromont, mais je m'attends à ce que ce soit mon boss qui m'offre l'appareil connecté si c'est utile à ma job. Là. Fait que je vais aller voir ça. Application mobile qui se connecte au wearable et permet de détecter des risques de santé avant les premiers symptômes. Permet la médecine préventive, favorise l'occupation. Très bien. Fait que là, je commence à comprendre que tu es dans le domaine où est-ce qu'on sait qu'il y a eu des éclosions dans des endroits comme des porcheries ou des endroits comme ça super exposés. Et là, moi, j'ai envie de te dire, Matt, je vois déjà une opportunité par rapport au métro et à l'utilisateur des transports en commun. Surtout que je ressens juste au feeling, là, avec ton Google Play et Apple Store, je triche un peu, je ressens ton désir d'être en mode B2C. Donc,
si tu veux jouer sur la game B2C, il faudrait que ça soit vraiment sur une volonté personnelle et non pas en B2B, parce qu'en B2B, je m'attends à ce que ce soit le gestionnaire de l'hôpital qui veut que son personnel soignant soit tout connecté. Fait que tu as un choix à faire là. Mais je peux commenter là-dessus? Ben oui, vas-y. Ouais, je voulais pas interrompre. Non, c'est juste pour dire, en fait, on a essayé de rejoindre beaucoup d'entreprises et ça a été difficile de prendre contact. Donc, l'idée, c'est vraiment de commencer avec les gens qui ont déjà un wearable, les convaincre eux et les utiliser ensuite eux pour convaincre leur entreprise pour laquelle ils travaillent. J'entends ta stratégie. Je ne te la suggère pas. Parce que toi, ce que tu as besoin, c'est un effet de masse, tu as besoin d'un effet de réseau. Et tu ne gagneras pas, je crois, l'effet de réseau en allant un à un dans des entreprises différentes. Tu vas l'avoir quand tu as une entreprise qui s'engage à ce que tout le monde joue la partie. Et pour que tout le monde joue la partie, c'est très difficile d'aller convaincre les employés un à un, alors que d'aller convaincre un employé bien placé, gestionnaire, qui réalise qu'il perd son monde semaine après semaine parce qu'il y a eu un enjeu. Tu vas plus rapidement gagner l'idée comme quoi les gens vont vouloir revenir au bureau. D'ailleurs, ça serait peut-être une stratégie là, de comment faire pour que les gens reviennent au bureau. Bref, voilà. OK. Fait que réduire le risque de transmission proche. OK. Souscription mensuelle de 9,99. Encore une fois, j'avais bien lu comme quoi tu voulais jouer la game B2C. Là, je sens que tu t'en vas dans de la grosse compétition avec Covey et Yoshua Bengio. Alors, je te souhaite bonne chance parce que là, puis pas juste Joshua Bengio, mais il y a aussi Apple et Google se sont liés ensemble pour offrir. Je ne sais pas comment ça va finir, cette histoire-là, là, mais j'ai entendu que c'est le premier partenariat Apple et Google. Qui était en train de développer quelque chose dans ce sens-là aussi. Puis dès le début, ils ont commencé à développer ça. Fait que là, je me dis, hey, wow, Matt, j'espère que tu t'es réveillé tôt parce que tu as de la grosse compétition. Hop, je vois dans le chat et je vois que Juliette, c'est cool, Juliette, je suis content que ça t'ait utile. Fait que je me déplace maintenant vers la subscription mensuelle, 9,99. Matt, je te pose une question. C'est quand la dernière fois que tu as payé 9,99 pour une application sur ton cellulaire? Effectivement, le prix est peut-être un peu élevé. Et toi, non, mais dis-moi, sérieusement, c'est quand la dernière fois que tu as payé une subscription mensuelle sur ton cell? Il y a 3 semaines. C'était quoi l'application? Un truc de fitness. OK. Ça coûtait combien? À l'année, il y en avait pour 80. OK. Très bien. Un peu moins de 8 par mois, quoi. Excellent. T'en as-tu d'autres comme ça? Peu. Oui, OK. Fait que moi, j'ai de la misère à donner Netflix 11$ ou c'est rendu 13$ à Netflix, là. Puis même que, je vais être honnête avec toi, je le vole à ma mère, OK? Fait que la subscription mensuelle, là, d'un point de vue B2C, ça commence, c'est intéressant, mais moi, je ne le vois pas beaucoup. Je vois que ces chiffres-là diminuent. Par contre, la subscription mensuelle pour un gestionnaire en B2B, ça augmente. Fait que je te mets juste en garde de cet enjeu-là. Bravo pour l'essai gratuit. Tu as tout à fait compris l'esprit du premier contact. L'application mobile est une relation client. Oui, c'est vrai que c'est comme ça que tu vas créer ta relation client. Moi, j'ai l'impression qu'à long terme, tu vas envoyer des courriels ou tu vas avoir l'application va peut-être être plus ta relation client quotidienne. Et donc, ça devient plus une partie de ta proposition de valeur et non pas une notion de marketing stratégique, là. Fait que je ne pense pas que ça rajoute beaucoup de parler de l'application comme relation client parce que le but de la relation client, c'est de justement générer de la business. Puis l'application mobile, une fois que tu l'as téléchargée pour 9,99 par mois, elle ne rentre plus dans la relation client. Oups. Je suis désolé, j'ai reçu un message. Hop, on s'en va ici. Je suis là. Est-ce que vous voyez toujours... Oh non, OK, je comprends. J'ai changé de... Je reviens dans une seconde. Et voilà. OK, vous voyez mon écran? Fait que je finis avec toi, Matt, parce que tu es allumé et j'aime ça. Donc, les canaux, tu as raison, de Google Store, le Google Play, c'est tes canaux. C'est comme ça que tu fais ta vente. C'est très bien. Tu pourrais même penser que Facebook pourrait être ton canal si la personne trouve l'application sur Facebook et ton canal, ton funnel,
tuyau, je ne me rappelle plus en français, c'est quoi, ton entonnoir de vente commence avec Facebook, ben, tu pourrais même avoir Facebook dans Canal, en tout cas. Activité Google Cloud Platform, utilise l'infrastructure des clients et wearables existants. OK. Si c'est quelque chose d'existant, c'est que ce n'est pas une activité. Ça rentre dans le Canal. Ressources, une décennie d'expérience en analyse de données. Très bien. Mais ça, c'est un individu. Ça fait que c'est un expert qui a 10 ans d'expérience. Oui. Financement de NextAI et Mitax. OK. Moi, personnellement, quand je vois l'argent comme étant une ressource, OK, mais ça, je trouve que ça rentre, j'ai l'impression que ça rentre plus dans revenu que dans... Bon, en tout cas, habituellement, ce que je veux dire par ressource, là, c'est quand on dit que Google a un coffre de trésor de millions de dollars, le capital devient une ressource, comme quoi ils peuvent acheter d'autres entreprises. On ne parle pas vraiment de financement dans le cas de ressources, mais bon, c'est créatif. Non, mais les cases d'activité et de ressources, effectivement, ce n'était pas tout à fait clair pour moi. Il faudra que j'y passe plus de temps. OK. Partenaire soignant des urgences. OK, bien tu vois, justement, là, quand tu mets Mont-Sinaï, je trouve ça intéressant de dire que tes clients, tu peux commencer par nommer 3-4 hôpitaux comme étant des clients potentiels. Je trouve que c'est mieux de travailler en mode bottom-up que top-down. NextAI, je comprends que c'est des amis. Est-ce qu'ils sont vraiment stratégiques et ils offrent quelque chose que tu n'as pas qui est autre que financier? Là? Bicom pour le marketing, OK. Tu pourrais presque mettre ça dans relation. En tout cas, Ulex pour l'aspect légal. OK, fait que ça, c'est des partenaires. C'est gentil, mais je ne sais même pas si tu as besoin de les nommer, là, dans le sens que, tu sais, c'est comme... tu n'as pas besoin de nommer ton fournisseur de... J'essaie de faire une analogie drôle, mais ça ne sort pas. Bref, tu n'as pas besoin de nommer que ton auto, c'est une Ford. C'est correct, là. À moins qu'il y ait un avantage compétitif ou quoi que ce soit, là, c'est comme tu n'as pas besoin de faire ça. Mais à moins que... En tout cas. Voilà. C'est exhaustif, mais je comprends. Ouais. Coût de développement, le fixe, ouais. Ici, tu pourrais mettre un chiffre, là. C'est-tu 10 000 ou 100 000 Coût de stockage, traitement des données, très bien. C'est-tu 10 000 par mois ou c'est 1 000 par mois? C'est quoi le niveau là, que tu veux séparer? Et je reviens à revenu, mais ça serait bien pour toi d'avoir un deuxième type de revenu. Fait que, imagine si tu as, par exemple, un classique, c'est tu offres à des gestionnaires la plateforme pour une souscription mensuelle de, je vais dire n'importe quoi, 1 000 par mois. Et 5 $ par utilisateur. Donc, quand je dis deux sources de revenus, une primaire et une secondaire, eh bien, la primaire, c'est l'accès à la plateforme et la secondaire, c'est le nombre d'usagers. OK. C'est ma suggestion hybride que j'ai offert à Ralph aussi tout à l'heure, mais ça s'applique à toi. Fait que c'est ce qui conclut, mesdames et messieurs, notre atelier. Je me suis permis de... Parce que j'aime ça, faire ça, pour être honnête. J'aime ça, jaser de ça. Vous me stimulez. Bravo, Alexandre et Ralph, d'avoir resté jusqu'à la fin. Matt, bravo pour ta patience. Je comprends tout à fait que c'est à un moment donné, c'est une clinique, fait que tu ne veux pas entendre les bobos de tout le monde, une fois que tu as compris les tiens. Mais donnez-moi du feedback. 5 étant la meilleure rencontre en ligne que vous avez jamais eue. 1 étant la pire rencontre que vous avez jamais eue. Vous vous situez où là, de 1 à 5? Là? 5! Wow! Matt, je m'attends à un chiffre là, avec ta main. Tu es rendu où? Là? 1 à 5? Un bon 4,5. Un 4,5? Wow! Excellent! Wow! Team Coopératon 5 étoiles. Super. Merci, écoutez, merci beaucoup, Alexandre. Ça m'a fait plaisir. Je pense si tu me permets, Mirella, j'aimerais ça prendre la vidéo et j'imagine les participants, avec leur accord, peut-être mettre la vidéo sur YouTube ou quelque chose comme ça pour montrer c'est quoi une clinique de modèle d'affaires. À moins qu'il y ait des gens qui sont contre ça, peut-être leur demander, mais au début, on disait qu'on allait enregistrer. Là, fait que, est-ce que vous seriez d'accord, Matt, Alexandre et Oh oui. Oui, c'est bon. Parce qu'on parle de votre entreprise, dans le fond. Fait que... Cool. Ben écoutez, c'est ce qui conclut la journée. Merci, Mirella, de l'invitation. J'adore ça, faire ça. Fait que je vous souhaite bonne chance dans vos entreprises. Alexandre, j'espère pas attendre trop longtemps en ligne. Matt, j'espère pouvoir prendre le métro en toute sécurité. Puis Ralph, si jamais j'ai engagé du monde, je vais faire appel à toi. À la question, tu donnes des cours de quoi à l'université? Alors, on m'a demandé au HEC de donner le